Salut les amis. Voilà, nous allons continuer cette formation. Maintenant, nous allons calculer donc le coefficient Kz. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez calculer ça directement à la main. Voilà, donc ça c'est la 5e partie de notre formation sur étude d'un radier plat, calcul des coefficients Kz. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Premièrement, je vais vous montrer quelques formules. Nous allons voir donc les formules très importantes qui pourra donc nous aider de manière à ce que nous puissions calculer donc le coefficient Kz. Alors, je m'en vais d'abord ici. Je viens premièrement ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, le coefficient Kz peut être aussi appelé le coefficient C. Dans le coefficient du ballast, on peut parler d'un coefficient Kz. Voilà, on peut parler des coefficients Kz, ou également les coefficients C. Voilà, c'est la même chose, puisque ça dépend justement de différents livres. Voilà, c'est la même chose. Alors, premièrement, il y a donc d'autres auteurs qui ont essayé justement d'estimer ça, et d'estimer donc cette valeur par rapport à la nature du sol. Voilà, d'autres d'ailleurs appellent ça donc le coefficient C, comme je viens de le dire là. Voilà. Alors, si vous voulez premièrement calculer ce coefficient Kz, bien évidemment, en estimant donc les rapports à fonction de la nature du sol, voilà, il y a une formule qu'on utilise ici. Vous pouvez utiliser donc cette formule. Donc, je prends la formule de C, dans le coefficient C, le coefficient de ballast, sera justement égal. Ça sera égal justement au module d'élasticité du sol, qui est abrégé par la lettre E. Voilà, que vous allez justement donc diviser. Vous allez diviser par les coefficients, voilà, par les coefficients de dimensionnement ou les coefficients de dimension, abrégé par la lettre F. Voilà, racine carrée de la surface des fondations. Voilà, ça c'est la première formule. Alors, dès que vous avez donc les éléments que je viens de mettre ici, vous pouvez également estimer ou calculer les coefficients Kz à partir de cette formule. Cela revient à dire quoi? C'est-à-dire le E que vous êtes en train de voir ici, le E. Voilà, je peux écrire ça quelque part ici. Le E que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement les modules. Voilà, ça c'est les modules. Le E c'est les modules. Module d'élasticité du sol. Voilà, module d'élasticité du sol. Voilà, ça c'est le E. Donc dès que vous avez déjà dans le module d'élasticité du sol, le E est déjà connu. Donc vous allez tout simplement remplacer ça ici. Et maintenant, les S que vous êtes en train de voir ici, les S, voilà, que je peux mettre également ici, les S que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement la surface de la fondation. La surface de la fondation, que je peux soit écrire également, surface, voilà, surface de la fondation. Je mets seulement surface F. Voilà, surface de la fondation. Et maintenant, les F que vous êtes en train de voir également de l'autre côté, donc c'est justement, c'est un coefficient. C'est un coefficient qu'on appelle parfois donc le coefficient sans dimension. Voilà, qui dépend tout simplement de la surface du sol. C'est-à-dire que de la nature du sol. Voilà. Et le coefficient en question est souvent donné. Donc, le F que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est tout simplement, c'est un coefficient. C'est un coefficient et donc appelé souvent le coefficient des dimensions. Voilà, coefficient des dimensions. Voilà, c'est un coefficient justement qui dépend de la surface du sol ou de la nature du sol. Alors souvent, ce coefficient est donné. On utilise beaucoup plus le coefficient F est donné. On prend beaucoup plus 0,4. C'est souvent donné. 0,4. Le coefficient F que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'est les 0,4, c'est justement c'est pour une première approximation. C'est 0,4 puisque ça peut varier, mais c'est qu'on estime beaucoup plus. Pour la première approximation, on prend 0,4. Voilà, donc cela revient à dire quoi? Dès que vous avez donc premièrement les modules d'élasticité du sol, vous avez également la surface de la fondation, vous avez également les coefficients de nature du sol, les 0,4 tel que donné ici. Vous pouvez estimer directement ou calculer les coefficients C, donc les coefficients Kz ou les coefficients C. Ça c'est justement, c'est la première formule. Voilà. Alors, maintenant, retenez également qu'il peut arriver aussi que, par exemple, vous n'avez pas donc la valeur de E que vous êtes en train de voir ici.
vous n'avez pas donc justement le module d'élasticité du sol, le E que vous êtes en train de voir ici. Là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, donc parfois cette formule également, parfois cette formule aussi peut être compliquée parce que tu n'as pas donc le E, le module d'élasticité du sol. Alors maintenant, et si vous n'avez pas par exemple le module d'élasticité du sol, le E, vous n'avez pas ça, donc déjà la formule, cette formule peut vous compliquer. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a également d'autres formules qui peuvent aussi nous aider de manière à ce que vous puissiez justement donc trouver les coefficients KZ. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, on sait très bien que je vous ai dit que les géotechniciens nous amènent tout simplement les coefficients, disons comment, les géotechniciens nous amènent dans les quilles que je vous ai parlé ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Même si donc le module d'élasticité du sol ici, le E, n'est pas connu, étant donné que je sais déjà que les géotechniciens va nous amener les quilles I, voilà, qui est bien sûr donc, la contrainte ultime, étant donné que les quilles I déjà donc est connue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une charge ultime des quilles I est connue et aussi la contrainte. Voilà, et aussi la contrainte. Comme je vous ai parlé ici, vous pouvez avoir une contrainte admissible qui peut être par exemple en LI, tout comme en LS. Par rapport à notre cas, donc, nous avons déjà une contrainte admissible qui est en LS. Voilà, étant donné que j'ai déjà donc le qui I est connu, mais aussi la contrainte est connue. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Alors déjà, on sait très bien que quand on fait par exemple les radiers, il y a des contraintes qui se créent ou qui se naissent au niveau justement des appuis. Voilà, donc ces contraintes qui arrivent justement par la charge de descente, par la charge plutôt descendant donc du poteau. Donc la contrainte, le NI0, donc le NU, et je peux soit écrire ça également quelque part ici, le NI, hein, ce sont des contraintes qui se créent au niveau donc au niveau des poteaux. Voilà, puisque je peux faire un petit schéma ici. Voilà comment est-ce que je fais quand même une petite représentation ici d'un radier. Supposons que ça, c'est notre radier. Voilà, dans ces radiers, vous avez par exemple des poteaux ou des colonnes. Voilà, je mets ça comme ça. Ce sont des poteaux. Voilà, vous avez des poteaux ici. De l'autre côté également, vous avez des poteaux. Ça, tout ça, ça représente tout simplement des poteaux. Voilà, et puis d'une manière générale, ça représente notre radier. Voilà, ça représente tout simplement notre radier. Voilà, alors compte tenu de la descente de charge, et donc, c'est-à-dire quoi? De la descente de charge au niveau des poteaux, ça crée justement des contraintes également à ce niveau ici. Alors maintenant, prenons par exemple si les géotechniciens par exemple nous donnent, et supposons par exemple une contrainte admissible. Je prends par exemple une contrainte admissible en ELI. Voilà, donc je prends cet exemple par exemple. Puisque ça déjà, on avait ça pour le cas des bureaux d'études, hein, donc ça c'était en LS. Alors si par exemple aussi, et les géotechniciens nous ont donné justement une contrainte. Donc, je prends une contrainte. On nous a donné une contrainte admissible. Voilà, une contrainte admissible. Mais cette fois-ci, maintenant, en ELI. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une contrainte admissible en ELI. Alors, donc, je prends un exemple. On peut prendre, je prends un exemple. Donc, je prends une contrainte en ELI. Voilà, qui est de combien? Je prends une contrainte de 1.5 bar. Voilà, donc je prends une contrainte de 1.5 bar. Voilà. Voilà, une contrainte de 1.5 bar. Supposons que c'est ce que nous venons de recevoir auprès des géotechniciens. Alors maintenant, comment est-ce que je peux procéder directement pour calculer les coefficients KZ? Alors maintenant, quand on fait donc les radiers, déjà ce qu'il faut savoir ici, étant donné que dans cette contrainte est donnée, vous avez tout ici. Alors, je peux directement calculer les coefficients sans problème. Je vais faire comment maintenant ici? Maintenant, quand on fait les radiers, avec la contrainte admissible que nous avons ici, donc, si vous avez déjà tous les éléments, dès que je viens, par exemple, sur Robot Structural Analysis, je m'en vais sur Robot Structural Analysis, je prends, par exemple, résultat, je prends cartographie panneau. Alors, une fois que la vérification est bonne, voilà, donc je peux également comparer, directement donc les contraintes calculées au niveau de notre logiciel, les contraintes calculées que je peux appeler justement donc les contraintes calculées au niveau de logiciel, avec les contraintes admissibles données ici. Alors une fois que vous vérifiez donc la contrainte calculée ou les contraintes calculées au niveau de logiciel,
bien sûr, après avoir effectué la descente des charges, vous comparez ça maintenant avec la contrainte admissible. Alors déjà, ici, on sait que Bael nous dit quoi ici? Bael, voilà. Bael déjà nous dit ici que la contrainte admissible, donc la contrainte A, donc ça c'est la contrainte admissible. Quand la contrainte admissible est supérieure à la contrainte calculée, voilà, la contrainte calculée, donc la contrainte admissible, c'est ce que vous avez ici. La contrainte admissible ici donnée, la contrainte de 1.5 bar. Si cette contrainte admissible est supérieure par la contrainte calculée, donc après avoir effectué la descente de charge, tout ce qu'on connaît là, sur Robot Structural Analysis, si cela donc est supérieur, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est OK. Donc c'est bon. Si seulement la contrainte admissible est supérieure à la contrainte calculée. Ici, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais par contre, si la contrainte calculée est supérieure à la contrainte admissible, voilà ce que Bael nous dit. C'est-à-dire qu'ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème, c'est-à-dire quoi? Là, maintenant, vous êtes obligé au moins soit de corriger ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut revoir, par exemple, ici? Alors, si vous tombez dans ce genre de cas, que la contrainte calculée est supérieure à la contrainte admissible, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors là, maintenant, vous êtes obligé soit de revoir d'abord l'épaisseur de la dalle. Vous pouvez premièrement donc revoir l'épaisseur de votre dalle, bien sûr, dalle communément appelée donc votre radier. Après prédimensionnement, justement, c'est juste, vous avez la possibilité soit d'augmenter ça un tout petit peu. Alors, si par exemple, tu avais appliqué, par exemple, ou utilisé, par exemple, un radier avec une épaisseur de 40 cm, voilà, vous pouvez soit augmenter ça jusqu'à 50 cm. Vous prenez par exemple 50 cm. Alors là, maintenant, vous allez recalculer à nouveau et vous vérifiez également. Vous allez vérifier encore une fois de plus. Alors, si vous vérifiez maintenant et que cette fois-ci, vous trouvez maintenant la contrainte admissible supérieure à la contrainte calculée, là maintenant, ton épaisseur passe. Donc là, vous n'aurez pas de problème. Là, cela revient à dire que tout est bien. Voilà, donc ça, ce sont déjà donc des conditions qu'il faut avoir en tête lorsque vous êtes en train d'étudier un radier. Voilà, là, c'est-à-dire que c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau ici? Alors, je prends un exemple. Si on prend par exemple, on prend une semelle et on applique par exemple la charge qui. Donc, je peux faire ça comment? Je viens ici, je prends d'abord un exemple ici. Je vais vous expliquer ça très très bien et vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Un exemple. Voilà. Alors, supposons par exemple, on prend une semelle. On prend par exemple une semelle. Je suppose que ça, c'est notre semelle. Voilà, je prends ça, je considère ça comme la semelle. Et qu'on applique une charge. On applique une charge qui, voilà. Voilà. Donc, les qui, ça représente tout simplement qui, c'est une charge qui arrive donc au niveau de la semelle. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant analyser ici? Et donc, si on applique, par exemple, donc cette charge qui, on applique cette charge par palier, par exemple, et on enregistre donc au même temps dans la valeur ici. Alors, comment maintenant vous pouvez donc analyser, donc ça c'est notre semelle, comment maintenant vous pouvez donc analyser les domaines qui se créent au moment où vous appliquez donc cette charge ici, de manière à ce que vous puissiez déterminer maintenant la charge de rupture. Voilà, ou déterminer directement le qui ultime. Comment maintenant ça va donc, vous allez donc procéder? En fait, comment est-ce que l'élément donc va se comporter? C'est-à-dire quoi? Je prends cette valeur qui. Je prends la valeur qui et que j'applique ça par palier. J'applique par exemple ici par palier. Et au même moment, une fois j'applique, j'enregistre au même temps donc la valeur. Donc directement, vous allez remarquer que donc il y aura un tassement qui va se créer ici. Donc c'est-à-dire quoi? Vous aurez directement un tassement qui va se créer. Donc c'est-à-dire que tassement, cela veut dire que donc il y aura donc c'est justement une déformation donc souvent verticale qui va se créer au niveau de notre semelle ici au moment où vous appliquez donc la charge qui par palier au fur et à mesure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer ici? Au moment où cette déformation y aura lieu, donc maintenant, on va remarquer donc une chose, c'est-à-dire que
vous allez remarquer des phénomènes qui vont se créer ici. Voilà, donc des phénomènes qui vont se créer ici. C'est-à-dire, vous allez remarquer que nous allons passer donc des deux domaines au même moment. Premièrement, nous allons passer à un domaine que nous appelons donc le domaine d'élasticité. Donc, il y aura premièrement, vous aurez des domaines ici. Premièrement, on aura donc la domaine, on peut appeler ça également la domaine élastique ou la domaine d'élasticité. Alors, deuxièmement, vous aurez aussi ce que nous appelons donc les domaines plastiques. Vous aurez donc le domaine plastique, donc le DP. Voilà. Donc, au moment où vous appliquez donc cette charge ici au fur et à mesure. Donc, il y aura des domaines ici. Premier domaine, vous aurez donc le DE, le domaine élastique. Deuxièmement, maintenant, vous allez justement, vous aurez donc ce que nous appelons donc les domaines plastiques. Et puis maintenant, on va arriver à un moment où donc il y aura donc un poinçonnement. Il y aura un poinçonnement donc au niveau du sol, compte tenu de la charge que vous êtes en train d'appliquer au niveau de la semelle ici. Voilà. Et maintenant, une fois que vous arrivez donc justement au niveau des poinçonnements et où il y aura même déjà comme un refoulement, un truc de la sorte. Maintenant, il y aura une charge qui sera donc provoquée compte tenu de tout ce que nous allons appliquer ici. Donc, c'est que nous avons un comportement en fait intrinsèque du sol. Voilà, appelé justement donc la charge de rupture. Donc, cela revient à dire quoi? Étant donné que vous appliquez donc cette charge, par palier, vous appliquez par exemple ici, vous enregistrez les déformations ou vous enregistrez directement les tassements, vous appliquez également de l'autre côté, vous enregistrez, jusqu'à tel point qu'il y aura donc des domaines qui vont se créer ici. Il y aura premier domaine élastique, deuxième domaine, vous aurez donc le domaine plastique, et maintenant vous allez arriver jusqu'à tel point que donc l'élément va commencer maintenant, donc vous aurez donc des refoulements au niveau du sol, des refoulements qui va justement créer ce que nous appelons donc la charge rupture. Donc il y aura une rupture ici. Le rupture qui sera donc désigné tout simplement par la charge QI. La charge QI, communément appelée donc le Ki ultime. Voilà, donc communément appelé justement donc le Ki ultime. Voilà. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer ça très très bien. Je vais faire aussi peut-être un schéma sous forme d'une coupe transversale. Bon, je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je peux le faire rapidement ici. Vous allez comprendre très très bien ce que je suis en train de dire. Voilà, je viens par exemple ici. Voilà. Et faisons par exemple un schéma ici. Alors, sous forme de schéma, maintenant, ça sera comment? Ça, c'est un schéma que je vais créer. Voilà, vous allez comprendre jusqu'où nous allons arriver de manière à ce que nous puissions calculer directement. Tout ça, ce sont des explications. Nous sommes toujours au niveau de la généralité, bien sûr. On a dépassé la généralité, mais c'est très important que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et lorsque nous allons utiliser directement le logiciel, vous allez voir que c'est très très simple. Vous pouvez calculer rapidement un radier sans problème. Alors, je vais faire par exemple un schéma ici. Comment je peux tracer directement mon schéma ici? Je peux tracer ça comment? Alors, je vais chercher d'abord les références. Donc, je considère ça comme le premier point, le point 0. Je suis ici. Voilà, le point 0. Alors, les charges. Je représente les charges de l'autre côté. Et puis maintenant, les tassements. Je mets ça ici en bas. Voilà. Ici, nous avons donc les qui. Les qui représentent tout simplement les charges. Voilà, les qui représentent tout simplement les charges. Et puis de l'autre côté, vous avez donc le T. Les T représentent tout simplement donc les tassements. Voilà, les tassements. Voilà. Alors maintenant, et étant donné que le point 0, je suis d'abord ici. Ça, c'est le point 0. Le premier point, le point de départ. Alors, vous appliquez maintenant les charges sous forme de paliers. Par exemple, j'applique, première charge, j'applique ça ici. Je peux changer de couleur. J'applique maintenant la première charge ici, au point 1. Que je peux nommer ça par exemple, les qui 1. Voilà, les qui 1. Donc, c'est la charge, c'est la charge appliquée sur la semelle. Donc, première charge appliquée sur la semelle. Une fois que vous appliquez première charge ici, alors, directement, vous êtes obligé d'enregistrer directement aussi la valeur de déformation dans les tassements à ce niveau ici, que je peux appeler ici, je peux nommer par exemple S. Donc, vous appliquez les premiers points ici, le premier chargement ici, charge, vous appliquez le premier charge, vous enregistrez directement donc votre déformation ici. Voilà, vous enregistrez les déformations. Alors maintenant, une fois que vous enregistrez les déformations ici par exemple,
Donc déjà, vous aurez donc la déformation va également engendrer justement donc cette déformation. Il y aura une courbe qui sera créée en quelque sorte. Voilà, jusqu'ici par exemple. Alors, vous prenez également le deuxième point. Je peux appliquer ça également ici. J'applique aussi ici le deuxième point. Deuxième point. Ici, maintenant, j'applique liquidé. Voilà. Deuxième charge appliquée justement par palier. Alors, je descends. Je vais enregistrer aussi la valeur de la déformation. Je prends par exemple, je peux tomber quelque part, par exemple. Ça peut tomber net ou pas. Ça tombe quelque part ici. Alors, j'enregistre aussi le deuxième. Ça, c'est le S1. Ici, j'aurai le S2. J'enregistre aussi la valeur de la déformation ici, bien sûr, en fonction des tassements. J'enregistre également ça. Alors, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que vous allez donc évoluer, jusqu'à tel point que ça va créer quelque chose, ça va créer justement un point ici. Vous pouvez continuer, il y a possibilité d'appliquer qui 3, qui D, donc qui 4, ainsi de suite. Voilà. J'applique également le troisième point, maintenant je suis ici. Je vais appliquer maintenant donc une autre charge au niveau de la semaine. Donc, je prends maintenant cette fois-ci, j'applique les kits 3 par exemple. Les kits 3. Alors, je vais aussi enregistrer donc sa déformation. Je prends par exemple jusqu'ici. Voilà. Donc ici maintenant, ça sera S3. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir ici, ça, ce sont tout simplement, ce sont des charges. Ce sont des charges appliquées sur la semaine. Sur la semelle. Voilà, ce sont des charges appliquées sur la semaine. Voilà. Alors, dès que vous appliquez, vous continuez ici, vous allez arriver jusqu'à un point où, à notre niveau également, nous allons maintenant délimiter, en fait, disons comment, limiter ou délimiter les domaines. Alors, il y aura maintenant des domaines qui vont se créer ici. Donc, vous avez le premier domaine qui va se limiter justement quelque part ici. Voilà, en quelque sorte. Voilà, les courbes, bon, je peux tracer ça bien, ça peut passer jusqu'à de l'autre côté. Voilà, le premier ici, la première marge que vous êtes en train de voir ici, ça c'est ce que nous appelons le DE. Le DE n'est rien d'autre que le domaine d'élasticité ou le domaine élastique. Et puis de l'autre côté, vous aurez maintenant le DP, qui est bien sûr le domaine plastique. Donc ça, c'est le domaine plastique, ça c'est le domaine élastique. Voilà, alors maintenant, vous allez arriver jusqu'à tel point qu'au fur et à mesure, vous appliquez donc le chargement, vous appliquez qui 1, vous appliquez qui 2, qui 3, ainsi de suite. Vous allez arriver jusqu'à au tel point que vous allez obtenir ce que nous appelons les quilles. Les quilles. Donc vous arrivez jusqu'à la zone de rupture. Donc les quilles, voilà, puisque au fur et à mesure que vous avez tellement appliqué, vous aurez maintenant les quilles ultimes. Les quilles ultimes. Étant donné que vous avez les quilles ultimes, il y a également possibilité donc. Voilà, donc je descends aussi à ce niveau ici pour prendre par exemple la valeur de qui ultime. Voilà, donc ici, voilà, ça sera quelque part ici. Alors, dès que vous avez maintenant les qui ultimes, à travers les qui ultimes que vous allez obtenir ici, voilà, bien sûr, en fonction de la fatigue, puisque là, c'est-à-dire que vous arrivez jusqu'à la fin. C'est comme si que vous êtes en train de bagarrer avec quelqu'un. Vous avez tellement abattu la personne jusqu'à tel point que la personne n'arrive plus donc à continuer donc en fait la bagarre puisqu'il est tellement épuisé. Voilà, donc la personne a atteint en fait a atteint donc la rupture donc disons comment la rupture la rupture du souffle. Voilà, en quelque sorte. Donc le QI. Alors là maintenant, dès que le QI est connu, vous pouvez maintenant calculer directement donc trouver la valeur de QI par la formule et à fonction justement donc de Fs et la contrainte admissible. Bien sûr que la contrainte admissible par rapport à notre cas, on avait pris la contrainte admissible, on avait pris une contrainte en Élie. Voilà, la contrainte en Élie. Voilà, vous avez ça ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Je peux continuer ici. Voilà. Par la formule, si je vais trouver la valeur de QI. Voilà, donc le qui ultime. Le qui ultime sera égal à quoi? Le qui ultime sera justement égal au facteur de sécurité, donc le F, le Fs. Voilà que je vais multiplier directement par la contrainte admissible. Par la contrainte admissible. Voilà, c'est à travers cette formule que vous aurez la possibilité de trouver la valeur de qui ultime.
Voilà. Alors, les FS, c'est quoi ici? Les FF n'est rien d'autre que, donc c'est la facteur. Voilà, facteur de sécurité. La facteur de sécurité. Voilà, et puis ça c'est le key ultime. Donc disons comment, la contrainte admissible. Voilà, la contrainte admissible, je vous avais dit que la contrainte admissible est donnée par les spécialistes de la géotechnique. Voilà, ça peut être donné en ELI, tout comme en LS. J'avais déjà dit ça. Voilà. Et maintenant, étant donné que vous avez ça, déjà, vous pouvez aussi calculer maintenant la contrainte, disons comment, calculer maintenant les coefficients KZ. Alors, à travers tout ce que nous venons de faire ici, d'une manière générale, comment maintenant je peux calculer les coefficients KZ? Les coefficients KZ maintenant sera égal à quoi? Les coefficients KZ sera justement égal à quoi maintenant ici? Sera égal à F. Voilà. Le F n'est rien d'autre que les paramètres sans dimension. Les paramètres sans dimension que je vous avais montré précédemment. Voilà. Dès que vous avez déjà donc le paramètre sans dimension ici, alors vous pouvez maintenant le multiplier tout simplement. Vous multipliez ça par votre facteur de sécurité, donc le FS, facteur de sécurité, que vous allez également multiplier par la contrainte admissible. Donc le qui admissible donné déjà par les géotechniciens. Voilà, dès que vous avez donc toutes ces valeurs, toutes ces coordonnées, voilà, là vous pouvez directement calculer les coefficients KZ. Donc très très simple et facile. Donc je reprends, le F que vous êtes en train de voir ici n'est rien d'autre que c'est le paramètre sans dimension. Paramètre sans dimension souvent est donné. Voilà. Pour notre cas, on prend ce qu'on donne beaucoup plus. Souvent, donc je prends qui est de 40. Voilà. Donc le paramètre sans dimension ici, que nous allons utiliser ici, nous prenons 40. Voilà. Et puis de deux maintenant, vous avez aussi le facteur de sécurité, le FS. Ça, c'est votre facteur de sécurité. Voilà. Et puis, ça représente tout simplement la contrainte admissible, qui est bien évidemment également donnée. Voilà. Alors maintenant, concernant la contrainte admissible, vous êtes obligé aussi de comprendre un point. La contrainte admissible ici, vous êtes obligé aussi de comprendre un point par rapport à la manière dont Bayel nous précise. Voilà. C'est-à-dire quoi? La contrainte admissible que vous allez donc utiliser ici, je vais vous expliquer un truc ici, la contrainte admissible, bon, ou également, ça peut être aussi abrégé par KID, c'est la même chose. Voilà. La contrainte admissible, le KID doit être égal justement à KI. Voilà, doit être égal à KI sur FS, facteur de sécurité. Voilà. Alors maintenant, comment peut-on trouver la facteur de sécurité que vous êtes en train de voir ici? Voilà, facteur de sécurité maintenant, on le trouve comment? Déjà donc, Bayel nous précise que facteur de sécurité, donc le facteur de sécurité que vous êtes en train de voir ici, est égal à 2. Le facteur de sécurité est égal à 2 en ELI. Voilà, donc vous pouvez prendre ça 2, vous pouvez considérer la valeur de 2 en ELI. Et le même facteur de sécurité, le FS, est égal à 3 en LS. Voilà, donc cela revient à dire que ça varie. Alors, c'est-à-dire quoi? Et nous le savons très bien que beaucoup plus, l'LS nous permet beaucoup plus de faire aussi de vérification, des contre-vérifications. C'est-à-dire quoi? Au niveau de, si les géotechniciens vous ont donné la contrainte admissible, qui admissible, vous ont donné par exemple une valeur, donc les qui admissibles en ELI, comme notre cas ici, c'est donné donc en ELI, voilà, la contrainte admissible en ELI, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes obligés de considérer la valeur de 2 comme facteur de sécurité. Donc le facteur de sécurité que nous allons utiliser ici pour calculer notre coefficient KZ, ça sera maintenant 2. Mais par contre, si les géotechniciens vous ont donné une contrainte admissible en LS, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser D. En LS, vous allez utiliser comme facteur de sécurité, vous allez prendre la valeur de 3. C'est ce que vous allez remplacer ici dans cette formule
de manière à ce que vous puissiez directement calculer les coefficients KZ. Donc, c'est très, très simple et facile. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit que les KI, voilà, les KI, je vous ai dit que c'est la charge de rupture. On peut appeler ça donc la charge de rupture. Donc, charge de rupture. On peut également appeler ça quoi? On peut aussi appeler ça donc la charge ultime. C'est la même chose. Charge de rupture ou charge ultime. Que je vous ai expliqué ici. Comment est-ce que vous pouvez donc déterminer ça? Vous pouvez arriver directement donc à cette charge de rupture. Voilà, donc dès que vous avez ça, déjà c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et donc, avant de calculer le coefficient KZ, nous allons essayer un peu de résumer quelque chose ici. Donc, retenez tout simplement que la démonstration que nous avons fait ici, c'est pour que vous puissiez vraiment maîtriser comment est-ce que vous pouvez calculer ça. Mais retenez seulement que, donc, je peux faire quelque chose ici. Donc, quand on a par exemple, voilà, je peux écrire rapidement ici, voilà. Quand on a par exemple QI, on a par exemple QI, voilà, qui est bien sûr donc la charge de rupture. Nous avons par exemple QI sur 2. Lorsque nous avons QI sur 2, donc c'est-à-dire que si vous voyez des QI sur 2, donc c'est-à-dire les QI2, voilà les QI2, c'est-à-dire dans la contrainte admissible que nous avons ici, c'est justement en éli. C'est en éli. C'est à l'éli. Donc si vous voyez QI sur 2, c'est-à-dire que la contrainte admissible qu'on a utilisée ici, c'est en éli. Mais tandis que si vous voyez, par exemple, QI, la charge ultime, disons comment, la charge de rupture sur 3, voilà, si c'est sur 3 ici, donc c'est-à-dire, voilà, dans la contrainte admissible qu'on a utilisée ici, c'est justement, c'est à l'LS. C'est à l'LS. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est à l'LS. Donc, ELI et LS. Alors, maintenant, alors si les bureaux des géotechniciens ou les bureaux géotechniques nous dit par exemple que la contrainte admissible, c'est en ELI, donc, la charge qu'on va tout simplement donc donner également, c'est justement, c'est à l'ELI. Donc, qu'est-ce qu'on aura maintenant? Supposons que les bureaux d'études nous dit que notre charge, notre contrainte admissible ici, c'est en ELI. C'est-à-dire que vous allez tout simplement remplacer par cette formule ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous aurez donc les KZ. Voilà, ici maintenant, vous aurez donc les KZ sera justement égal à F multiplié par S, facteur de sécurité. Donc, FS multiplié par Q2, la contrainte admissible en ELI. C'est-à-dire quoi? Le F ici, vous allez prendre, ça sera égal à 40. Et facteur de sécurité ici, vous allez prendre, bien sûr, en ELI, ça sera donc 2. Voilà. Et puis maintenant, de l'autre côté, ça, vous aurez donc votre contrainte, bien sûr, donnée en ELI. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, la contrainte admissible, c'est justement en ELI. Mais par contre, si le bureau nous dit que la contrainte admissible, c'est en LS, c'est-à-dire qu'ici également, donc le facteur de sécurité aussi va changer. Donc vous aurez toujours F, qui sera bien sûr multiplié par Fs, multiplié par QD. Voilà. Mais sauf qu'ici maintenant, le F sera toujours 40. Facteur de sécurité maintenant ici, au lieu de prendre 2, vous aurez maintenant un facteur de sécurité de 3. Ça sera maintenant 3. Et puis maintenant, la contrainte admissible ici également, ça sera donc en LS. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez calculer donc les coefficients KZ. Donc, retenez seulement donc, le résumé que je suis en train de faire ici. Voilà, vous pouvez retenir ça et également ça. Donc, dès que vous voyez ça, comprenez directement que vous êtes déjà, donc vous allez calculer ça en LS. Et de l'autre côté, c'est en, disons comme en ELI, de l'autre côté, c'est en LS. Donc voilà, je crois que déjà à ce niveau, vous avez compris comment est-ce que vous pouvez donc calculer vous-même rapidement donc les coefficients KZ. Alors maintenant, nous allons remplacer ensemble avec vous. Vous allez voir comment est-ce que nous allons trouver ça. Voilà, puisque je l'avais déjà calculé, je vais le faire ensemble avec vous. Voilà, ici maintenant, nous calculons rapidement afin que nous puissions passer directement sur le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà. Alors maintenant, nous allons remplacer directement ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais calculer maintenant les coefficients KZ. Je vais prendre la couleur noire, je prends même ça, oui. Je vais calculer maintenant les coefficients KZ.
Voilà. Maintenant, je vais remplacer, comment je vais trouver maintenant les coefficients KZ. Je mets d'abord la formule telle que je vous ai montré de l'autre côté. Ça sera égal donc F multiplié par facteur de sécurité et puis multiplié par la contrainte admissible. Voilà, ça c'est la formule d'une manière générale. Voilà, multiplié par la contrainte admissible. Alors ici maintenant je vais remplacer. Donc c'est-à-dire quoi? J'aurai Z, donc KZ plutôt, sera égal à F. Je rentre ici, F, je prends F égale à 40. Je vous ai montré ça ici. Voilà, F égale à 40. Donc, c'est-à-dire quoi? F sera égal à 40, que je vais multiplier par facteur de sécurité. Facteur de sécurité par rapport à mon cas ici, je suis en ELI. Donc, je vérifie ici. En ELI, c'est combien ici? C'est justement 2. Donc, je vais remplacer ça ici. Ça sera multiplié par 2. Voilà, multiplié par 2. Que je vais multiplier maintenant par la contrainte admissible ici. Voilà, la contrainte admissible est là, donnée par bar, bien sûr. Donc, je peux prendre ça, je vais prendre la contrainte admissible, je prends ça en kilonewton par mètre carré. Voilà, donc ici, bar kilonewton par mètre carré, voilà ce que j'aurai. Donc, ça sera multiplié par 150. Voilà, sera multiplié par 150 kilonewton par mètre carré. Voilà, multiplié par 150 kilonewton par mètre carré. Voilà. À ce niveau, maintenant, je peux directement soit calculer. Qu'est-ce que je fais? Et sachez également ici que les qui admissibles, en réalité, les qui admissibles que vous êtes en train de voir ici, retenez que les qui admissibles dépend aussi de qui ultime. Donc, dépend de qui ultime. Donc, les qui admissibles, donc la contrainte admissible ici, dépend aussi de qui ultime. Voilà. Par exemple, ici, par rapport à notre cas, nous avons une contrainte de 1.5 bar, 1.50 bar. Donc, c'est-à-dire quoi ici? Donc, c'est-à-dire que le qui i, voilà, dans le qui i égale à 300, voilà, ça fait 1.5 bar. Voilà, 1.5 bar ou 1.50 bar. Voilà. Alors, étant donné que nous avons, je suis en ELI plutôt, donc le facteur de sécurité que nous avons utilisé ici est égal à D. Donc, c'est-à-dire que le qui D, voilà, si je vais trouver les qui D, donc ça dit que les qui D, pour avoir les qui D, je vais tout simplement prendre les 300 que je vais diviser directement par D. Voilà, je vais diviser par D puisque je suis en ELI, donc je vais prendre seulement les qui D, donc sera justement égal à 300 divisé par D, tel que je vous ai montré ici par des formules. Il y a des formules que je vais montrer ici, comment vous pouvez trouver tout ça, voilà. Donc, qui D égale à qui sur Fs. Voilà, donc c'est ce que je remplaçais directement ici. Donc, vous aurez directement 300 divisé par D ici. Et ça vous fait directement 1.50 kN, voilà, par mètre carré. Voilà, 1,50 kN par mètre carré. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, je peux directement remplacer ici, hein, je peux calculer ensemble avec vous. Donc, à ce niveau ici, je peux calculer ça directement ici. Donc, c'est-à-dire les KZ. Les KZ maintenant sera égal à quoi ici? Les KZ sera justement égal à quoi maintenant ici? Ça sera égal à, je multiplie, bon, ça sera égal à 40. Sera égal à 40, les 40 que vous êtes en train de voir ici dans le F, multiplié par 2 fois 3 ici, 2 multiplié par ça 50. Voilà, 2 multiplié par ça 50. Ici, c'est ça 50. Ça 50, c'est ça 50 kN par mètre carré. Voilà, c'est ça 50 kN par mètre, voilà. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Donc, ça sera 40 multiplié par 2 multiplié par 15 ici, 2 multiplié par ça 50 ici, ça fait 300. Voilà, ça fait 300, donc ça sera 300 kN par mètre carré. Voilà, que je peux maintenant calculer directement. Ça me fait combien ici? Je prends calculatrice. Voilà, je peux prendre d'abord la calculatrice. Voilà, donc 40 multiplié par 300. Donc, je suis en train de chercher la valeur des KZ. Voilà, c'est-à-dire quoi maintenant? Les KZ sera égal tout simplement. Je vais prendre 40 multiplié par 300. Voilà, ça me fait directement 12 000. Voilà, donc ça me fait 12 000.
Voilà, donc ça fait 12 000 kilonewtons par mètre cube. 12 000 kilonewtons par mètre cube. Donc voilà, comment est-ce que j'ai trouvé cette valeur? Je peux écrire ça également de l'autre côté, puisque là-bas c'est petit. Donc j'ai trouvé le coefficient de ballast qui est égal à 12 000 kilonewtons par mètre cube. Voilà. Donc c'est de cette façon que vous allez donc procéder, de manière à ce que vous puissiez calculer ou trouver directement donc ces coefficients Kz, communément appelés les coefficients de l'acidité du sol ou les coefficients de ballast. Étant donné que le coefficient Kz est trouvé, donc vous avez tous les éléments. Là maintenant, vous êtes obligé, vous pouvez passer directement au niveau de logiciel et calculer directement. Voilà. Observez ce que nous avons trouvé ici. Nous avons trouvé à fonction de la contrainte admissible donnée ici donc en ELI. On a trouvé donc un coefficient Kz qui est égal à 12 000 kilonewtons par mètre cube. Mais concernant les études géotechniques qui ont été effectuées de l'autre côté par rapport à leur projet, ça c'est un bâtiment R+5. Mais ce que nous sommes en train d'étudier là-bas, c'est un bâtiment R+7. Voilà, ici maintenant on avait trouvé la valeur de Kz à fonction de la contrainte admissible, bien sûr, en LS. Mais nous avons travaillé en ELI. Voilà, en LS, voilà, on avait trouvé cette valeur. Mais par rapport à ce que nous avons calculé ici, donc en ELI, on a trouvé cette valeur. Donc voilà. Donc c'est de cette façon que vous allez donc procéder de manière à ce que vous puissiez trouver directement, calculer le coefficient Kz. Étant donné que nous avons déjà donc calculé, on peut maintenant venir ici pour insérer directement donc ces coefficients et on continue directement notre dimensionnement. Voilà, donc merci beaucoup de votre disponibilité. Prière de vous abonner, abonnez-vous massivement. Nous allons faire donc vraiment de formations ensemble avec vous. Partagez donc cette vidéo auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire déjà donc une large diffusion. Merci, n'hésitez pas de me poser des questions. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, posez et nous allons directement intervenir par rapport à ça. Tout à l'heure, nous allons continuer. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous allons donc dimensionner directement les radiers plats sans problème sur Robot Structural Analysis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.